En avril 1860, l'empereur décide de demander aux populations leur avis par référendum. Un oui massif répond à l'attente de Napoléon III. Le comté de Nice redevient la partie essentielle du nouveau département des Alpes-Maritimes. L'année 1860 est une année majeure de l'histoire du comté. Une nouvelle ère commence. Pour favoriser l'intégration du comté de Nice au territoire français, une politique habile est menée par le gouvernement impérial. Il s'agit de convaincre l'opinion publique du bienfait de son vote positif. Le rattachement matériel s'effectue d'abord par un aménagement des voies de communication avec la Provence. Construction, enfin, d'un pont sur le Var en 1861. Arrivée de la voie ferrée en 1864 et à Menton en 1870. Dans la société, l'État se préoccupe de mettre fin aux structures anciennes, en diminuant le rôle de l'Église. L'administration préfectorale est très efficace et répartit des subventions jusque dans le moindre village. Garibaldi est le personnage essentiel de la période 1860-1870. Ce héros niçois des multiples guerres d'indépendance en Italie, en Amérique latine, et vaillant général à la tête de ses volontaires pour repousser aux côtés des Français en déroute l'invasion prussienne en 1870, est porteur d'un idéalisme libéral et prend conscience de l'importance de l'opinion séparatiste niçoise et rêve d'un territoire autonome. Profitant de l'effondrement de l'Empire français, il mène une propagande active que la jeune Troisième République réussira à étouffer pour obtenir la reconnaissance par les puissances européennes d'un territoire indépendant au même titre que le Luxembourg. Un des premiers soucis de la Troisième République consiste donc à désenclaver la montagne en utilisant de nouvelles techniques. Depuis 1880 est mis en place un projet de défense nationale basé sur la présence de bataillons de chasseurs alpins dispersés dans tous les cantons de la montagne et du littoral. L'histoire de la Brigue, excessivement riche, se trouvant aux confins d'un territoire, c'est ce qui fait toute la particularité, la richesse de la commune de la Brigue, liée à un territoire de montagne, une richesse liée à la fois à l'élevage, l'activité pastorale. L'activité pastorale, l'été, les estives, l'hiver sur le littoral, que ce soit sur le comté de Nice ou en Provence. C'est le moment de 1860. Le comté de Nice et la Savoie votent pour la France, notamment à la Brigue, où on vote de façon très massive pour la France. Et puis c'est ce rattachement manqué en 1860, rattrapé en 1947. Étant sur une zone frontalière, le XXe siècle, toutes les sources de difficultés pour les populations. Des populations qui vivent entre la montagne et les littorales, des frontières qui seront fermées, notamment avec l'avènement du fascisme à la Brigue. Et puis les combats, la libération, on connaît les difficultés et les malheurs des populations du Moulinet, de Breil-sur-Roya et de Saorge qui seront déplacées. Et que ce soit la Brigue et Tende, les frontières seront fermées. La Brigue est libérée après les combats dramatiques de l'Othion d'avril 1945. Le 28 avril 1945, la Brigue est libérée. C'est le 16 septembre 1947 que la Brigue est rattachée à la France, et le tout, compte tenu des éléments constitutionnels français, il y aura un référendum le 12 octobre 1947 où 92% des populations confirment le rattachement à la France. Je soulignais la particularité des populations francophiles, et il a fallu, certes au niveau international, il y a des enjeux par rapport au fond de Gaulle de vouloir reconstituer la grandeur de la France et essayer de rattraper ce qui a été le rendez-vous manqué de 1860, parce que 1860, les populations de Tende et la Brigue ont voté pour la France. Alors certes, il y avait les opérations au niveau international, la fin de la guerre, la libération de Nice en août 1944, et je crois qu'il faut souligner un point fort, c'est une population très motivée avec la constitution du comité de rattachement de Tende et la Brigue à la France
en octobre 44. Le président sera M. Charles Fenoglio et Aimable Gastaut sera le secrétaire général de ce comité de rattachement. Aimable Gastaut deviendra par la suite le premier maire français de la Brigue. On a une langue, ce qui est la langue brigasque, avec différents ouvrages qui sont sortis encore très récemment, ce qui témoigne de cette culture profonde. Des œuvres pibrigasques, empreintes de religion, empreintes également d'art culinaire, empreintes d'architecture. Actuellement, par rapport à ce qui était la commune historique de la Brigue, on va dire celle où on parlait le brigasque, une toute petite partie est du côté italien, et cette partie qui est côté italienne est séparée moitié en Ligurie, la moitié en Piémont. Et je tiens à souligner, parce que là maintenant on a parlé d'histoire, c'est un lieu de passage. Nous avons avec les deux maires de Briga-Alta et le maire de Trior, dévoilé une plaque qui est hautement symbolique au moment de l'Europe. C'est une plaque qui souligne la fraternité montagnarde. En réalité, c'était la fraternité brigasque, avec la mention suivante: les montagnes séparent les eaux et unissent les hommes. L'arrivée des chemins de fer en 1864 à Nice favorise le développement de la fonction d'accueil de l'aristocratie européenne et fait basculer le comté de Nice dans ce qu'il a été convenu d'appeler par la suite la Belle Époque. La fonction résidentielle se traduit par une multitude de constructions d'édifices de tous styles, provoquant une rupture culturelle dans le paysage du littoral. La population surprise voit ainsi surgir dans le paysage, peu de temps après l'annexion, un fort hindou, un palais vénitien, un château troubadour aux toits d'ardoises imposantes, des palaces aux décors somptueux, des salles de concert et des casinos, des villas nichées au milieu de parcs à la végétation exotique. Tous ces édifices contribuant à édifier peu à peu l'image d'une région paradisiaque que les écrivains de toute l'Europe s'appliquent à admirer, à décrire et à promouvoir, ce qui donne naissance, en 1887, au livre de Stéphane Liégeard, La Côte d'Azur. Près de 200 architectes construisent à Nice, Villefranche, Beaulieu, Menton et Monaco. Un ensemble architectural tout à fait exceptionnel, dont il ne subsiste aujourd'hui que quelques reliques dégradées. L'élite européenne fait étalage de sa vie opulente et de ses richesses, auprès d'une population comtadine qui ne disposait que de revenus très modestes. La reine Victoria n'hésite pas à offrir sa broche à une enfant qui lui offre à son arrivée en gare de Nice un bouquet de fleurs. C'était moi-même qui offrais les fleurs à la reine Victoria. Parce que comme mon père avait été l'architecte du Regina, il avait trouvé tout naturel que ce soit moi qui lui offre les fleurs. Et mon père, il s'appelait Sébastien Marcel Biadini. On disait toujours SM Biadini. Ça m'a gêné. On le disait toujours. C'était en 1897. La reine, quand elle est arrivée, elle est descendue à son entrée et elle montait en voiture avec des chevaux et on mettait un plan incliné parce qu'elle ne pouvait pas descendre la marche. Alors moi j'étais là à la regarder et je trouvais qu'elle avait d'un côté un hindou et de l'autre côté un écossais. Je trouvais ces deux hommes beaucoup plus attrayants que la petite vieille avec son chapeau. Et je commençais tout en anglais en lui souhaitant un agréable séjour au nom des enfants du coteau de Cimier et gentiment je lui disais tout ce que je souhaitais pour elle. Puis j'avançais, je lui remettais mes fleurs, elle m'embrassait et je refaisais 5 révérences pour aller me mettre à côté de mon père. Dans le hall, il n'y avait que le père, mon père, le préfet de Nice et le maire de Nice et le général-gouverneur, et c'était tout. Et j'aurais été si contente si elle m'avait donné une poupée, mais je ne l'ai pas dit. Tandis que mon père, elle le recevait.
Elle parlait du reste très bien français. Alors à mon père, elle lui a donné son buste en bronze, qui a servi de modèle au monument. Elle lui a donné son portrait avec sa signature, et puis quelque chose d'extraordinaire pour elle, une épingle de cravate en or avec brillant et rubis, chose étonnante, parce qu'elle était plutôt avare. Tout à fait. Elle ne voulait que des orchidées. Or, il n'y en avait pas à Nice à ce moment-là, on les faisait venir de Belgique. Alors, vous voyez, le bouquet de Nice venait de Belgique, parce qu'il n'y en avait pas à l'époque, et c'était sa fleur préférée. Toutes les chambres de l'hôtel étaient occupées, il y avait un monde fou qui venait là. Et puis alors, ce qui était beau, c'était les visites qu'elle recevait des princes hindous qui montaient dans des voitures découvertes avec leurs costumes pour venir voir la reine. Tout le monde se précipitait, c'était très beau. La population du comté est désormais partagée entre deux influences culturelles. D'une part, une population indigène, soucieuse de conserver son particularisme linguistique et ses traditions sociales, profitant des retombées financières du développement du littoral. Les femmes du peuple s'acharnent à laver le linge des riches hivernants, tandis que les hommes s'emploient avec les immigrés italiens dans la multitude des chantiers de construction. D'autre part, dans le même temps, la venue de toute l'Europe, d'une élite intellectuelle et artistique, développe une ambiance culturelle spécifique. Cependant, les deux courants culturels s'ignorent mutuellement, cette situation s'estompant dans l'entre-deux-guerres. La langue niçoise est considérée comme une langue populaire essentiellement orale. Les auteurs niçois ont compris que leurs ambitions littéraires devaient se limiter au seul public du comté, et les écrivains sont ainsi définitivement condamnés au provincialisme. Seul Francis Gag réussit à briser ce carcan, faisant passer le théâtre de patronage au rang de véritable théâtre populaire. Pendant 20 ans après la Seconde Guerre mondiale, Gag invente le personnage de Tanta Vittorina, qui se répand sur les ondes en un répertoire de commérages savoureux. La longue période de l'histoire du comté, qui s'étend sur plus d'un siècle et qui a bénéficié de l'épanouissement de la civilisation des loisirs, responsable de la venue d'un peuplement extérieur très puissant, ne constitue pas à proprement parler une période originale pour le comté. Cet espace, en effet, se fond dans un territoire plus vaste, étendu du Mentonnet à l'Estérel, qui connaît une urbanisation rapide, avec la venue d'un peuplement allogène qui contribue peu à peu à étouffer les caractères spécifiques de l'identité comtadine. Un autre modèle de développement économique et culturel s'épanouit au cours du XXe siècle grâce à la présence d'une multitude d'artistes, d'écrivains, de peintres, de cinéastes venus de toute l'Europe et même du monde entier pour profiter d'une ambiance culturelle nouvelle liée à la vie mondaine de la Côte d'Azur. L'identité comtadine est alors fortement altérée. Au cours du dernier demi-siècle, le rayonnement de l'école de Nice est marqué par la présence d'artistes comme Yves Klein, César, Sosno ou Ben.